Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons discuter de la maladie du foie gras. Alors, le foie gras, c'est ce qu'on appelle en médecine la stéatose hépatique, et on sait qu'à travers le monde, 1/4 des personnes souffrent de stéatose hépatique. Pourquoi la stéatose hépatique est problématique ? Puisque malheureusement, le fait que le foie devienne gras, ça va perturber son bon fonctionnement, et le risque est que cette stéatose dérive sur un grade un peu plus grave, et on va parler cette fois-ci de NASH, donc de non-alcoolique stéatohépatite, c'est-à-dire un foie gras qui commence à devenir inflammatoire, et le risque ici, c'est que ce foie gras qui est inflammatoire va se mettre à devenir fibreux, et on risque de développer une cirrhose qui peut malheureusement entraîner des cancers du foie, voire même une insuffisance hépatique, et c'est très problématique parce que le foie est un organe vital et on ne peut pas se passer du bon fonctionnement du foie pour être en bonne santé. Heureusement pour nous, la stéatose hépatique est réversible, c'est-à-dire le fait que notre foie a commencé à devenir gras, on peut revenir en arrière. Malheureusement, à certains stades, on ne pourra plus revenir en arrière. Donc si votre médecin vous a diagnostiqué une stéatose hépatique, effectivement, il va falloir agir tout de suite pour réverser ce foie gras pour qu'il redevienne sain et éviter d'embrayer avec la stéatohépatite, qui va être un peu plus problématique, qui risque d'embrayer avec une fibrose, une cirrhose, et malheureusement un foie qui ne marchera plus, et là malheureusement c'est irréversible. Dans une récente revue, ils mettent en avant 5 points importants qui favorisent justement ce foie gras. Alors première chose qui induit un foie gras, c'est une consommation excessive de fructose. Donc, je vous avais fait une vidéo déjà sur ce métabolisme du fructose qui est un petit peu particulier, et on avait fait notamment un gros focus sur est-ce que je vais avoir trop de fructose dans mon alimentation en mangeant des fruits, ou plutôt est-ce que je vais avoir trop de fructose dans mon alimentation en mangeant des produits sucrés, des sucreries, des sodas. On avait vite vu la réponse que effectivement c'est pas les fruits qui vont poser problème dans votre alimentation, c'est plutôt le sucre au sens large, les nouveaux sucres type sirop d'agave, consommés en excès, on sait que malheureusement ça favorise l'émergence du foie gras. Deuxième problématique, si on a une consommation excessive de viande rouge et de viande transformée, effectivement aussi ça favorise l'émergence du foie gras. Troisième cause potentielle du foie gras, ce sera une consommation un peu trop importante ou excessive d'acides gras saturés. La quatrième cause majeure, ça va être le manque d'antioxydants alimentaires, c'est-à-dire en fait globalement de pas avoir assez de fruits et de légumes dans son alimentation pour avoir accès à tous ces antioxydants que sont les vitamines notamment. Et cinquième point qui favorise ce foie gras, donc cette stéatose hépatique, c'est justement une consommation trop faible en oméga 3. Donc dans cet article, ils ont investigué un petit peu 3 grands types de régimes qui pourraient être intéressants. Le premier, c'est le jeûne intermittent. Et effectivement, il commence à avoir des éléments de réponse qui montreraient que le jeûne intermittent peut être intéressant pour la stéatose hépatique. Le deuxième, c'est le régime cétogène. Pareil, il y a des recherches qui montreraient que le régime cétogène pourrait être intéressant pour limiter et faire revenir en arrière ce fameux foie gras. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur le jeûne intermittent ou sur le régime cétogène, ce serait avec plaisir que j'aborderai ces sujets dans de prochaines vidéos. Et nous, le régime auquel on va s'intéresser, c'est ce fameux régime méditerranéen. Alors, le régime méditerranéen, c'est quoi ? Globalement, en fait, le régime méditerranéen, c'est l'idée de manger beaucoup de fruits et légumes dans son alimentation. Donc ça va revenir un petit peu à, si vous vous souvenez, les vidéos que je vous ai fait précédemment sur l'idée du My Plate, c'est-à-dire, effectivement, faire en sorte que dans son alimentation, au moins la moitié de l'assiette contienne des légumes, et contiennent au moins un fruit. C'est cette fameuse recommandation, manger 5 fruits et légumes par jour. Donc dans ce régime méditerranéen, on conseille aussi de consommer des oléagineux. Donc les oléagineux, c'est quoi ? C'est les noix, les amandes, et on recommande globalement de consommer une petite poignée tous les jours, puisqu'ils sont riches en fibres, en vitamines, en minéraux, et aussi en graisses insaturées, et notamment en oméga 3. Donc pour toutes ces raisons, ce sera intéressant d'essayer d'ajouter un petit peu d'oléagineux dans son alimentation. Autre point important du régime méditerranéen, ça va être spécifiquement de s'orienter vers des céréales complètes, et ou des légumineuses pour avoir accès à ces glucides complexes dans notre alimentation. Oubliez pas, enfin, ces féculents complets, c'est ce qui nous tient en vente la journée, et c'est ce qui fait qu'on n'a pas envie de grignoter entre les repas. Donc ils sont ultra importants à mettre dans chaque assiette, et on avait vu dans l'assiette optimale qui doit représenter à peu près 1/4 de l'assiette. Bien entendu, le régime méditerranéen porte entre guillemets mal son nom, puisqu'on parle de régime, et avec tous les aspects négatifs que ça peut inclure. Donc il serait plus intéressant de parler d'alimentation méditerranéenne, dans l'idée qu'on n'est pas là pour tout cuisiner à l'eau. Au contraire, on utilise de l'huile d'olive pour la cuisine, et on utilise aussi beaucoup d'aromates, de condiments, d'herbes de Provence, pour faire en sorte que notre alimentation soit goûteuse, soit bonne, et du coup. Autre petit point du régime méditerranéen, et de l'alimentation méditerranéenne, c'est d'inclure assez fréquemment du poisson et des fruits de mer dans son alimentation.
Et effectivement, une des recommandations du Programme national nutrition santé dit qu'il faudrait au moins consommer 2 fois par semaine du poisson, avec au moins 1 fois du poisson gras, comme le hareng, les sardines, le saumon, le maquereau, qui sont des poissons gras et qui vont aussi être riches en ces fameux oméga 3. Et dans l'alimentation méditerranéenne, un des points clés est de limiter la consommation de produits transformés par l'industrie, que sont les sodas, les sucreries et tous les produits transformés qu'on peut retrouver dans notre chariot et donc in fine dans notre assiette. Et autre point intéressant, c'est aussi de limiter la viande rouge et les viandes transformées. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, on a 2 recommandations pour cela. Une recommandation pour les viandes rouges, pas plus de 500 grammes par semaine, ce qui veut dire à peu près consommer 4 fois de la viande rouge sur une semaine maximum, avec une portion étant aux alentours des 125 grammes, et de limiter à 150 grammes par semaine la consommation de charcuterie et de viande transformée. Donc première grande recommandation, en fait, ça revient un petit peu à l'assiette équilibrée dont je vous avais parlé, donc je vous mettrai le lien dans la description. C'est justement, en fait, d'équilibrer son assiette en respectant à peu près l'idée des moitiés de l'assiette en légumes, 1/4 en féculents complets, 1/4 en viande, poisson ou œuf, avec un focus spécifique sur l'idée d'augmenter le poisson et de limiter les viandes rouges, et bien entendu de rajouter un fruit et ou un produit laitier en fin de repas. Maintenant, pour ce qui est de la matière grasse à utiliser, on avait vu qu'il faut utiliser de la matière grasse, et il faudra en fait associer globalement une matière grasse qui est riche en oméga 9, comme l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive elle est top parce qu'on peut l'utiliser en cuisson et en assaisonnement. Et après, on peut aussi utiliser des huiles plus riches en oméga 3, comme l'huile de colza. Donc ça va dépendre. L'huile de colza, c'est généralement plutôt pour l'assaisonnement, mais certaines tiennent aussi la cuisson. Et vous avez sinon le top du top, c'est l'huile de lin, qui a un goût très particulier, qui s'utilise que pour l'assaisonnement, mais qui est du coup très riche en oméga 3. Donc en parlant des oméga 3, justement, dans la revue dont je vous parle, ils font un focus spécifique sur le fait d'augmenter les oméga 3 dans son alimentation aurait des effets bénéfiques pour, du coup, revenir en arrière et passer d'un foie gras à un foie normal. Autre petit focus qu'ils font aussi dans cette revue de littérature, c'est justement l'idée de la consommation de café. Et en fait, on sait que dans le café aurait plutôt des effets bénéfiques à la santé, à raison de 2 à 3 tasses par jour, si le café ne nous inconforte pas et ne nous fait pas trop palpiter. Mais en fait, le café contient de la caféine, qui peut être intéressant puisque ça stimule un petit peu l'oxydation des graisses, et aussi parce que le café contient beaucoup de polyphénols, et ces polyphénols sont intéressants pour justement avoir des effets plutôt positifs sur la santé. Et en fait, ces polyphénols, dites-vous bien qu'on en retrouve dans les fruits, dans les légumes, on en retrouve aussi un petit peu dans le chocolat noir, on en retrouve aussi dans le café et le thé. Et pour toutes ces raisons, effectivement, consommer du thé ou du café, si tant est qu'il soit pas sucré, sera intéressant et aura plutôt des effets bénéfiques sur votre foie. J'espère que cette vidéo vous a plu, nous en avons terminé pour aujourd'hui, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a des vidéos qui vous intéresseraient, que j'aborde, ce sera avec plaisir que je ferai une vidéo spécifiquement sur le régime cétogène, le jeûne intermittent ou toute autre demande de votre part. Je vous dis à bientôt et bonne journée.